Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur agrivoltaïsme, comment répondre aux sollicitations d'accompagnement des projets qui vous est proposé par le réseau thématique Inosis Réseau d'élevage numéro 16, celui qui porte sur le pâturage des surfaces additionnelles. Donc rapidement, en guise d'introduction, pour vous expliquer qui nous sommes, donc nous sommes un réseau thématique associé Inosis Réseau d'élevage sur la thématique spécifique des surfaces additionnelles. Donc nos collègues qui composent ce dispositif sont Théo Guffroy, Laurent Keller, Christophe Reynon, Philippe Alex, Kerguillon, Élise Homé et Camille Ducourtieu et moi-même avons le plaisir de co-animer ce petit réseau. Alors, surface additionnelle, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les surfaces additionnelles, en gros, c'est tout ce qui va être pâturable par les troupeaux en dehors de la SFP, que cela se trouve sur l'exploitation ou sur une exploitation voisine ou plus éloignée. Donc, depuis quelques années, nous travaillons sur ce pâturage au sein de vergers, de forêts, de couverts végétaux, de prés, de grandes cultures et de vignes, et parfois de parcelles avec équipées en photovoltaïsme. Et on nous interroge beaucoup sur l'agrivoltaïsme dans tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous proposons ce séminaire. Donc, ce séminaire sera composé de 4 parties. Tout d'abord, un rappel du cadre réglementaire et des possibilités de développement de l'agrivoltaïsme en France qui vous est proposé par Julien Fradin de l'Institut de l'élevage. Et ensuite, nous aurons 3 témoignages sur comment on accompagne dans différentes chambres d'agriculture les porteurs de projets. Donc, avec le témoignage de Christophe Reynon dans la Nièvre. Donc, les trois personnes qui vont témoigner font partie du réseau thématique surface additionnelle. Le cas en Dordogne avec Camille Ducourtieu et enfin un focus sur l'étude des systèmes en Meurthe-et-Moselle par Laurent Keller. Donc chaque intervention sera suivie par un temps d'échange qui sera modéré par les autres collègues du réseau thématique surface additionnelle. Donc à présent, je vais laisser la place à Julien qui va vous partager son écran. Julien, si tu es là. Oui. Voilà. Eh bien, c'est parti pour 20 minutes de présentation. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, Julien Fradin de l'Institut de l'élevage. Alors, je vais pas mettre ma caméra pour des questions de débit. Donc, mon intervention va porter sur le cadre réglementaire et le développement de l'agrivoltaïsme en France, ce qui va permettre de poser un peu les jalons de la suite des présentations, histoire de comprendre pourquoi on développe l'agrivoltaïsme en France, et puis les définitions de cet agrivoltaïsme qui a été établi dernièrement. Et nous verrons comment tout cela s'intègre dans le développement d'un projet agrivoltaïque. Alors pour commencer, le défi du siècle, c'est bien de produire de l'énergie bas carbone. On a, on est le témoin de ce changement climatique qui est en partie lié à l'utilisation d'énergies fossiles, le fait de faire ressortir tout ce carbone qui est dans nos sols de manière très rapide. Et quand on regarde la production et l'utilisation d'énergie, notamment en France aujourd'hui, les 2 tiers de notre énergie est issue des énergies fossiles. Et donc demain, même dès aujourd'hui, heu, tout l'intérêt, c'est de développer une énergie, et notamment en passant par l'électricité, qui soit bas carbone. Alors en France, on a déjà évidemment une production électrique très bas carbone grâce à la part du nucléaire. Mais il faut que demain, l'électricité puisse remplacer un maximum de nos usages, que ce soit pour le chauffage, mais notamment aussi pour le transport, et cetera. Et on est à un moment où Julien, on ne t'entend plus. on y arrive, C'est et revenu. on va se rendre compte assez rapidement que la manière d'y arriver rapidement, ça va être de développer des énergies renouvelables. Et entre l'éolien et le photovoltaïque, on va aussi se rendre compte que c'est bien le photovoltaïque qui va être une manière de produire plus et surtout plus rapidement en termes de délai de projet.
Alors, le photovoltaïque, c'est pas une énergie, très dense, hein, contrairement notamment au nucléaire et ça va impacter finalement que ça va impliquer qu'on va devoir avoir besoin de beaucoup de surface pour développer, ce photovoltaïque. Donc l'une des solutions, c'est évidemment de mettre à profit, les surfaces agricoles. Alors les surfaces agricoles pour, produire autre chose que de l'aliment. Julien, on t'entend plus. On ne t'a Ah pas là entendu. là. Ouais, je suis désolé, je suis pourtant au bureau, mais j'ai vraiment des soucis, de connexion. Bon, je vais continuer, mais je peux pas faire mieux en fait, hein. Je vais couper ma caméra. Du coup, tu me dis Carole, hein, si tu m'entends plus. Je Oui, répéterai. oui, OK. Alors, donc les surfaces agricoles pour produire ça a recoupé. la même chose avec du colza et faire du diester et si on le met dans un moteur thermique, notamment pour rouler, on se rend compte qu'1 hectare globalement, hein, on peut, faire une dizaine de milliers de kilomètres grâce à cet hectare. L'explication, c'est qu'en fait, la photosynthèse de nos plantes, elle passe Ça a au encore sucre coupé, créé Julien. est assez faible. Heu, du coup, ouais, donc on a un rendement de la photosynthèse qui est faible, de l'ordre de 1 à 2 et on a le rendement du moteur thermique qui lui aussi est assez faible. Dès lors qu'on utilise cet hectare de surface agricole pour en faire, alors pour en mettre des panneaux au sol et on verra par la suite de l'agrivoltaïsme, on a un rendement des panneaux qui est beaucoup et puis Julien, avec le ça a encore vieillissement coupé. Julien, est-ce que tu veux m'envoyer ton diaporama? Je le diffuse chez moi, ce qui permettrait peut-être de te libérer de la bande passante. ouais, Parce que là, c'est est-ce très, que vous très, m'entendez? très, très haché. Là, on t'entend, mais ça a été haché, là, sur toute la dernière diapo. Donc si tu veux m'envoyer ton diapo, je le Ouais, diffuse moi depuis mon ordi et du coup, ça te permet de n'avoir que le micro à faire passer. OK et ben, on va faire ça. Excusez-nous, hein, ça marchait et puis ce matin, ben voilà, ça ne marche plus. Aïe, 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 aïe. Toucoutou. Ouais, ça doit être le nombre de participants. Bon, Normalement, ça rentre je pas. te l'ai Il envoyé. rentre pas. Pour l'instant, j'ai pas reçu, mais ça ne va pas tarder, je pense. C'est bon, je l'ai reçu, je l'ouvre. Hop. J'arrive, hein, hop. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez? Oui, on Oui, c'est regarde. bon. Super, c'est parfait. Donc j'avance et nous voilà. Donc OK. excusez-nous, j'espère que ça va Merci bien Carole. marcher. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Damaris, tu on pourras gérer réessaye. les entrées? Pas de souci. Merci. Du coup, voilà, mettre à profit les surfaces agricoles pour produire de l'énergie, on se rend compte que ça devient intéressant lorsqu'on met du photovoltaïque au sol par rapport à produire des agrocarburants de première génération. Grâce au rendement des panneaux photovoltaïques qui est supérieur au rendement de la photosynthèse, voilà, pour produire de l'énergie. Et ensuite, on a le deuxième effet qui est qu'un moteur thermique a un bien moins bon rendement qu'un moteur électrique. Donc en fait, on a de l'efficacité à gagner à développer, de l'énergie renouvelable à base de photovoltaïque. Donc à ce moment-là, il y a eu une politique
une politique de développement des énergies qui, en 2018, s'appelle la loi énergie-climat et qui, dans une programmation pluriannuelle de l'énergie, met des objectifs de développement du photovoltaïque, notamment le photovoltaïque au sol. Ouais, bien le diapo d'après. S'il te plaît, merci. Alors, on se rend compte voilà, qu'on a des objectifs qui sont croissants, voire même un peu exponentiels. Pour 2028, on souhaite atteindre entre 35 et 45 gigawatts crête installés sur le territoire français. Et donc, pour une petite historique, voilà, en 2018, on était à quasiment 9 gigawatts. En fin 2023, on a atteint les 20 gigawatts crête installés. Donc on est à peu près sur la bonne trajectoire pour l'instant. Mais ce qui veut dire que pour passer 2023 à 2028 et atteindre ces objectifs, il va falloir installer chaque année toujours plus de photovoltaïque. Alors dans ces objectifs, il y a bien le photovoltaïque sur toiture et le photovoltaïque au sol. On se rend compte en termes de développement que les surfaces disponibles sur toiture sont certes importantes, mais en termes de développement, c'est assez limité et on développe plus rapidement au sol. Et donc, à l'avenir, on a bien besoin des deux pour atteindre ces objectifs. Et pour vous donner des chiffres, il faut environ 1 hectare pour installer 1 mégawatt crête en photovoltaïque au sol. Ce qui veut dire que pour 1 gigawatt crête installé, il faut à peu près 1000 hectares. Alors, si on est sur du photovoltaïque au sol, avec en dessous aucune volonté de produire production agricole, on peut monter finalement à 1,3 mégawatt crête par hectare. Et lorsqu'on va être sur de l'agrivoltaïsme avec l'objectif d'une production sous les panneaux, on va évidemment se baisser ce ratio et on va être à moins de 1 mégawatt installé par hectare. Voilà, et toute la notion de l'agrivoltaïsme ensuite. Diapo suivante, merci. Donc entre 2018 où on a vu arriver les premiers projets en photovoltaïque au sol et qu'on va commencer à parler d'agrivoltaïsme, et 2023 où on a la première loi donc sur la loi APER, qui est la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables, où on a une définition de ce qu'est l'agrivoltaïsme. On a eu voilà, le guide de l'agrivoltaïsme qui a été mis en place par l'IDEL. On a vu l'arrivée de chartes FNO et de tout un tas de chartes dans les chambres d'agriculture qui vont être exprimées après. L'étude de l'ADEME qui va ensuite beaucoup impacter ce qui est marqué dans le décret. Voilà. Tout ça, on va le revoir. Et dans les derniers messages qu'on a entendus, là je vous ai parlé de 35 à 48 gigawatts pour 2028, le président de la République a insisté sur même 100 gigawatts installés en photovoltaïque d'ici 2050. Donc ce qui représenterait, selon la part de photovoltaïque au sol sur terrain agricole, et donc d'agrivoltaïsme, entre 100 et 200 000 hectares nécessaires pour atteindre cet objectif. Ce qui représenterait environ 0,2% de la SAU française. Donc l'agrivoltaïsme est défini comme une installation agrivoltaïque, comme une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, voilà, et dont les modules sont situés sur une surface agricole. Mais ils doivent contribuer durablement à l'installation ou au maintien, au développement d'une production agricole. Et ça, c'est bien toute la différence, avec seulement du PV au sol. Donc on a un décret qui est arrivé, enfin qui n'est pas encore arrivé, qu'on attend fortement, mais on a vu des propositions, qui fait la différence entre ce photovoltaïque au sol, qui ne doit pas être sur des terrains agricoles, sauf exception, et en réalité, enfin qui n'est pas sur le terrain agricole, mais qui a qui peut avoir lieu, voilà, sur des anciennes mines, sur des terrains cultes ou sur des surfaces non exploitées depuis au moins 10 ans. Alors que l'agrivoltaïsme, lui, doit apporter tout un tas de services à l'agriculture. Alors il y a 4 services qui sont mis en avant.
il doit répondre au moins à 1 et il ne doit pas surtout ne pas porter atteinte aux autres. Donc parmi les services que les panneaux doivent apporter, on a l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique. Donc derrière ça, c'est l'idée qu'on augmente le rendement sur ces surfaces ou la qualité de la production. Ensuite, donc l'adaptation au changement climatique. Donc c'est observer des impacts comme la régulation thermique permise par la structure sur vis-à-vis de la canicule, donc par rapport à l'ombrage ou par rapport au gel. Le fait de réduire le nombre de jours de gel. Ou simplement le fait que grâce à l'ombrage, on limite aussi le stress hydrique des plantes en faisant baisser l'évapotranspiration. Et puis l'effet un peu direct aussi de protéger contre les brûlures. Donc la protection ensuite contre les aléas. Donc là, dans l'objectif toujours de baisser le risque sur la qualité ou la production agricole. Et enfin, pour l'élevage, améliorer le bien-être animal. Donc, ce qui veut dire en fait améliorer le confort thermique des animaux en démontrant une baisse de la température liée au fait d'apporter un abri pour les animaux. Donc ça, ce sont notamment donc les services. Ensuite, il faut prendre en compte que l'agrivoltaïsme, donc les panneaux, doivent être en fait réversibles, donc on puisse les enlever sans qu'il y ait aucun impact sur la production existante, enfin passée, et que l'agriculteur doit rester, l'agriculture doit rester une production agricole significative avec un revenu durable. Alors la notion de revenu durable, dans la proposition de décret, elle est expliquée que le revenu issu de la production végétale ou animale, en moyenne, doit être la même après l'installation du photovoltaïque que le revenu avant cette installation. Alors tu peux passer à l'étape d'après. Merci. Donc là, je vous présente un schéma d'une centrale photovoltaïque. Donc on voit en fait ces tables et des surfaces avec des pistes, notamment pour l'installation de ces panneaux, des locaux, etc. Donc dans le règlement de ce décret qui doit arriver, l'objectif c'est bien que toute cette surface non exploitable, donc les pistes, les pieux issus des tables de panneaux photovoltaïques, représente finalement moins de 10 % de la surface totale de la parcelle, donc la surface clôturée. Les tables de panneaux doivent être suffisamment éloignées les unes des autres pour permettre à ce que les engins agricoles puissent évidemment circuler. La même chose pour les animaux, donc il faut que les tables soient suffisamment hautes pour éviter qu'il y ait tout risque de blessure, par exemple. Donc ça, c'est les principales choses pour l'usage de l'activité agricole. Et ensuite, il y a la définition aussi d'un taux de couverture maximum. Donc le taux de couverture, c'est bien la surface des modules projetés au sol, de ces panneaux, sur la surface de la parcelle. Donc là, il y a encore un petit peu quelques flous là-dessus, qui devront être définis dans les décrets et arrêtés qui vont arriver. Donc, sur la diapo d'après, on voit les différentes technologies appliquées à l'agrivoltaïsme, donc les centrales au sol, des centrales, des panneaux verticaux, par exemple, ou des panneaux qui vont être mis sur ombrière, donc c'est-à-dire sur des structures beaucoup plus robustes et souvent très hautes, qui peuvent être fixes, ou au contraire mobiles, c'est-à-dire que les panneaux vont suivre l'avancement du soleil au cours de la journée, par exemple. Donc, il y a un arrêté qui est prévu, qui sortira probablement pas avant 2025, pour approuver les technologies à une production agricole. Et dans ce
dans cet arrêté, on attend à ce qu'il y ait un taux de couverture maximum qui sera adapté à chaque technologie par rapport à une production agricole précise, voire même à une région. Il y a encore un petit peu de flou là-dessus. Aujourd'hui, on parle d'un taux de couverture maximum de 40 voilà. Là, le 40 c'est aujourd'hui ce qui est un petit peu exprimé comme étant la limite à ne pas dépasser. Ensuite, dans ce décret, au-delà de tout ce qui est voilà, sur la définition de l'agrivoltaïsme, lorsqu'un projet sera défini comme tel, il y aura toute une étape de suivi et de contrôle de ce projet. C'est-à-dire que lorsqu'il sera en place, il y aura donc un organisme voilà, certificateur quelque part, donc qui sera soit un institut scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture, ou un expert foncier. Voilà, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui avancées comme telles, comme pouvant répondre à cet organisme. Devront faire des contrôles donc préalables avant, avant la mise en service et puis ensuite à une certaine fréquence. Alors si la technologie était approuvée, ça pourrait être que tous les 5 ans. Si, au contraire elle n'est pas encore approuvée, mais qu'on est sur un taux de couverture inférieur à 40 alors ça sera tous les 3 ans qu'il y aura un contrôle de fait et autrement, dans tous les autres cas, ça devrait être un contrôle, voilà, régulier tous les ans. Bon, ça n'empêche qu'au-delà du contrôle, des informations devront être transmises, notamment à l'ADEME, dans le cadre de l'Observatoire national de l'agrivoltaïsme. Et là, on pourra avoir aussi des données techniques qui pourront être données à ce niveau-là. Alors, dans le contrôle, il y a bien la notion que, là, on va le voir, mais tous ces services, ils peuvent être, voilà, ils vont être donnés lors d'un projet, finalement dans un document. Et l'idée, c'est bien de vérifier sur le terrain que tout ça, c'est appliqué. Et si l'organisme de contrôle ne voit pas l'évolution, ne voit pas ce qui a été mis sur le papier, voilà, l'entreprise, le développeur aura jusqu'à 6 mois pour faire les changements nécessaires. Sinon, il y aura une possibilité de prescrire un démantèlement de la centrale. Donc ça, c'était pour voilà, toute la notion du décret. Maintenant, je voulais quand même vous faire un point rapide sur ce que c'est que le développement d'un projet agrivoltaïque et le temps nécessaire et ce par quoi ça passe. Donc lorsqu'il y a un porteur de projet, sa première étape, c'est donc de sécuriser le foncier. Donc là, ça prend en général à peu près 1 an pour le développeur pour bien vérifier que là où il veut mettre la centrale, bon, bah, déjà, il a bien un agriculteur, éleveur et qu'autour, il n'y a pas d'enjeu qui pourrait venir nuire à, la possibilité de développer ce genre de projet. Il y a donc l'étape numéro 2 ensuite de conception de la centrale et de prise en compte voilà, de tous les éléments pour bien, que l'activité agricole puisse continuer. Il y a des études, tout un tas d'études à faire, notamment, pour voir l'impact, de ce projet sur l'environnement, donc qui va durer, 4 saisons. L'étude, préalable agricole qui donc là va étudier qui est une étude obligatoire lorsqu'on a une installation, sur des surfaces agricoles. L'objectif, c'est bien d'évaluer, l'impact que pourrait avoir ce projet, cette centrale, sur toute l'économie agricole et venir la chiffrer et ensuite réaliser une compensation, collective de ce projet, voilà, sur l'activité, sur l'économie du territoire. Lorsque toutes ces études sont faites, on peut ensuite, faire le dépôt du permis de construire. Le projet passe, devant la CDPENAF, donc la commission départementale de préservation des espaces, naturels, agricoles et forestiers. Avec le décret, cette commission, doit donner un avis favorable au projet pour que, le permis de construire puisse être donné. Lorsque le permis de construire est accordé et purgé de tout recours, il est alors la question de répondre à un appel d'offres pour le raccordement. Donc là, c'est là l'appel d'offres creux. Il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, dans le cadre du décret, vu qu'on attend le décret, pardon, déjà dans l'appel d'offres de la Creux, on a des obligations, enfin ils ont des obligations, notamment tout ce qui est en termes
de suivi de l'activité agricole. Et il est demandé aujourd'hui une zone témoin dans ces projets, voilà, qui soit sur donc les mêmes types de sols, la même façon d'exploiter que dans la centrale. Et l'objectif étant de comparer ce qui se passe dans ces zones témoins sur le projet agricole, sur le projet agrivoltaïque. Voilà. Et donc la dernière étape, évidemment, après, une fois qu'on a le permis de construire, c'est de signer donc les contrats. C'est un bail emphytéotique qui majoritairement est proposé aux propriétaires, et des conventions si l'agriculteur n'est pas propriétaire de ces terres. Ensuite, voilà, donc toute la procédure de raccordement, le démarrage du chantier. Le chantier dure environ 6 mois à peu près, et la centrale agrivoltaïque est là jusqu'à 40 ans. Sachant qu'il peut même y avoir une demande d'avoir 10 ans supplémentaires si on considère que la production est encore intéressante jusque-là. Donc un projet agrivoltaïque, entre l'idée et le moment où en fait on a une production vraiment d'électricité, c'est au minimum 5 ans. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui on a encore peu de retours, notamment, et peu de références sur ces projets. Ça commence évidemment à arriver, mais on en a encore assez peu. Voilà, alors je vais terminer ici, donc pas cette diapo là, mais la toute dernière. OK. Voilà, pour dire que l'agrivoltaïsme, donc c'est un moyen de mettre à profit efficacement les terres agricoles pour produire de l'électricité bas carbone. C'est une solution qui est finalement assez rapide quand on compare à d'autres projets, que ce soit l'éolien qui a besoin d'un plus de 10 ans à peu près entre le moment où on a l'idée et le moment où on produit de l'électricité, voire du nucléaire où là on parle plus de 15-20 ans. Donc voilà, c'est une manière de produire l'électricité rapidement. Et on attend ce jour les décrets. Donc là, je vous ai parlé, tout ce que je vous expliquais, c'est suite à des propositions de décret. Et dans ce décret-là, on attend ensuite plusieurs arrêtés qui vont venir expliquer exactement ce qui est attendu dans toute la phase de contrôle, qui vont expliquer les taux de couverture pour lesquels on considère que c'est bien de l'agrivoltaïsme appliqué à une technologie en particulier. Voilà, donc encore, d'un point de vue réglementaire, encore beaucoup de choses à voir sortir et apparaître. Voilà, je vous remercie. Ça a été un petit peu laborieux pour certains points. Je vous demande de m'excuser par rapport à ça. Je vous laisse la C'est place aux ta faute, questions. Julien. Merci Julien. Bon, on a trouvé une solution. Donc, Théo, si tu peux maintenant nous adresser les questions de la salle. Oui, alors il y a une question sur la couverture du sol. Donc avec 40% de couverture du sol, y aurait-il un impact sur la production agricole qui est en dessous? Et est-ce qu'il existe des suivis de production sur les différentes cultures ou végétaux? Oui. Alors, clairement, aujourd'hui, on a parlé de ce taux à 40%, qui semblait notamment pour des installations sur prairie avec de l'élevage, qui paraissait plutôt conforme. Alors, on a quelques retours d'expérience, et je pense qu'il y a des personnes autour de la table qui pourraient en parler peut-être même mieux que moi, où voilà, dès lors qu'on respecte un interrand de 4 mètres, voilà, entre les tables, des tables qui sont pas trop larges, donc on est à peu près ces alentours de 40% de taux de couverture. On arrive à avoir des résultats, notamment de production animale, qui sont comparables à ce qui se passerait sans panneaux. Maintenant, ça a quand même un impact sur la production herbagère qui vient un petit peu s'adapter à ces effets d'ombrage créés par les panneaux. OK. Alors il y a plusieurs questions qui reviennent sur les compensations. Est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas pour tout le monde, ou non? Oui. Oui, les compensations sont obligatoires. Dès lors qu'il y a une étude préalable agricole, ça sous-entend qu'il va quand même y avoir un impact sur l'économie agricole du territoire.
un impact qui va être chiffré et qui va devoir être compensé. Dès lors qu'il y a un projet sur un terrain agricole, il y a une étude préalable agricole et donc une compensation derrière. Alors question, existera-t-il une étude autre que la démarche d'EPA pour affirmer ou non le caractère agri-PV du projet? Est-ce que tu peux relire la question? Excuse-moi. Existera-t-il une étude autre que la démarche Ah, d'EPA OK. pour affirmer ou non le caractère agri-PV du projet? OK. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est pas que l'EPA qui prouve qu'on est en agrivoltaïsme. En tout cas, il faut monter un dossier qui sera étudié par la CDPENAF et qui viendra reprendre, finalement, enfin, qui viendra démontrer tout ce qui est écrit dans le décret. Et en termes de, c'était un petit peu le tableau qui faisait la différence entre PV au sol et agrivoltaïsme. Il faudra être capable de démontrer chaque ligne de l'agrivoltaïsme. Donc les services apportés, qu'il y ait bien une production agricole significative, un revenu durable et que l'activité agricole est bien l'activité principale sur cette surface. Alors là, c'est plutôt, souligner, enfin demander s'il n'y a pas un paradoxe entre l'étude agricole préalable pour estimer la perte agricole Mmh. et l'obligation de ne pas impacter la production agricole. Ouais. Oui, oui, on pourrait tout à fait dire qu'il y a peut-être un paradoxe là-dessus, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, en sachant que, heu, aujourd'hui, on a quand même considéré que, la production agricole restait significative, même si on avait, jusqu'à 10 de pertes. En tout cas, c'est le chiffre qui tournait. Maintenant, on va voir si ça va évoluer, mais, on on acceptait qu'en tout cas, que ça restait suffisamment limité pour considérer que la production agricole était maintenue, voilà, dans le projet. Alors est-ce qu'on a une estimation de l'impact sur la production fourragère avec les panneaux? Alors on a des premières études, qui en parlent et selon l'étude considérée, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, ce qui peut être normal, lié au fait qu'on a tout un tas de contextes pédoclimatiques, assez différents en France et voilà, on a des études où on montre que, la production, fourragère sous les panneaux est améliorée grâce aux panneaux, grâce à l'ombrage, par rapport à la zone témoin et on a aussi d'autres sites où au contraire, la production fourragère à l'ombre des panneaux, donc directement dessous, elle est impactée de l'ordre de 20-30, ce qui est ce qui est en prairie s'explique, notamment par le fait qu'on n'a pas, on a beaucoup moins cet effet d'épiaison. Donc cet effet, où on aura moins de tiges, on aura plus de feuilles, donc une qualité un peu qualité meilleure, mais moins de rendement et par contre dans l'espace, entre rangées, on a un comportement qui est similaire à une prairie en plein soleil. Mmh. Alors on souligne le caractère, non obligatoire de l'étude sous certaines conditions depuis fin d'année 2023. Et aussi savoir si, tous les dossiers passaient en commission ou non. Heu, alors, est-ce que tous les dossiers alors il y a toujours un minimum qui en effet est fixé par le préfet et donc qui dépend du département. On considère que alors selon les départements, ça va de 1 à 10 hectares, ce minimum de surface qui va impliquer de passer devant la commission et en fait, en général, elle est fixée même à voilà, à 5 hectares. Hem et puis il peut aussi y avoir des projets, type démonstrateur qui en dessous de, 1 mégawatt installé n'ont n'ont pas besoin de toutes ces démarches. Question sur, l'activité agricole considérée comme principale. Donc sur quels critères est-ce qu'on doit se fier? Sur le chiffre d'affaires, sur le statut MSA ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Bah, je dirais que le décret aujourd'hui est resté un peu flou. Hem,
il parle de revenus. Il parle de revenus liés vraiment à la vente, à la vente d'une production. Donc il parle pas du tout de MSA. Et finalement, c'est ça la notion de revenu durable. Après, pour qu'elle soit significative, il va y avoir tout un tas de choses qui vont être exprimées par la suite dans des arrêtés. Donc là, l'objectif, ça sera ensuite de comparer ce qui se passe sous les panneaux à une zone témoin si la technologie n'est pas approuvée. Autrement, ça va être simplement un suivi sur la parcelle en agrivoltaïque et qui devra donc être comparé à des références. Pour l'élevage, ça peut être soit la biomasse fourragère qui va être regardée ou au contraire le chargement des animaux sur cette parcelle ou, ou la prolificité qui pourrait y avoir ou la fertilité. Bon, voilà, ce sont des choses qui vont être décrites davantage dans les arrêtés. Alors, est-ce que sur les différentes productions animales, on a des études sur l'impact du bien-être animal et du comportement des animaux? Alors non, à ma connaissance, on est assez pauvre là-dessus. Alors, à l'Institut de l'élevage, on a commencé des suivis sur des indicateurs de bien-être animal. On n'a pas encore fait de comportement. Là où on est plutôt à peu près sûr de l'effet amélioration du confort thermique des animaux, c'est sur la baisse de température à l'ombre de ces panneaux. Là-dessus, on a des suivis avec des stations météo hein, qui permettent bien de montrer l'effet de l'ombrage sur la baisse de température à la fois le jour et puis même la nuit, voilà, qui reste. OK. Peut-être une Merci à dernière tous les question, 2. non? Non? Non, ça y est, on C'est est bon? arrivé au bout. OK, super. Voilà, on remercie Julien. Ne vous inquiétez pas, donc Julien propose des formations, donc de toute façon, vous pourrez aussi rentrer en contact avec lui et il y a certaines de vos questions que vous avez posées qui devraient trouver réponse dans les présentations qui vont suivre. Donc à présent, nous allons accueillir Christophe Reynon qui va nous présenter comment le département et la Chambre d'agriculture de la Nièvre accompagnent les projets d'agrivoltaïsme. Christophe, c'est parti pour 20 minutes et c'est Claire qui va modérer tes questions. Merci. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Christophe Reynon, je suis conseiller au vin à la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Et à ce titre, enfin, j'ai en charge le suivi des fermes de réseau d'élevage au vin dans la Nièvre, en Saône-et-Loire. Et du fait de ma fonction, donc j'accompagne, enfin, je participe à l'accompagnement des projets agrivoltaïques dans le département de la Nièvre. Alors, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais je vais vous présenter comment, d'une manière générale, on accompagne ces projets dans le département depuis quelque temps. Vous voyez tous bien mon diaporama? Oui, Oui, c'est on bon. C'est va bien. parfait. Donc, tout a commencé à une belle journée de juillet où nous avons organisé la première rencontre entre les conseillers qui participent au réseau thématique pâturage et surface additionnelle. Donc, je leur avais proposé, donc cette première rencontre avait lieu dans le département de la Nièvre, et je leur avais proposé de visiter un parc agrivoltaïque donc, qui est basé à Verneuil et qui est en fonctionnement depuis 2018. Voilà, donc on avait été reçus par un représentant de la société Photosol, avec qui on avait beaucoup échangé sur le fonctionnement de la centrale. Également, j'avais présenté des suivis terrain que l'on fait sur cette centrale depuis 2021, qui ont fait déjà l'objet de webinaires l'année dernière. Et puis, l'accompagnement des projets dans la Nièvre, voilà, on avait discuté, échangé beaucoup sur
sur notre méthode de travail. Et en fait, ça va intéresser beaucoup les participants qui sont revenus chez eux avec des idées. Donc, le développement de l'agrivoltaïsme dans la Nièvre, en fait, il a commencé avant 2020, où certains développeurs commençaient à démarcher la Chambre d'agriculture et présenter leurs projets. Sauf qu'à l'époque, les élus n'avaient pas du tout connaissance de ce dossier et ont voulu quand même travailler sur ce sujet qui les intéressait fortement. Donc, ils ont voulu établir un cadre et une méthode de travail qu'ils ont discuté à travers de nombreuses commissions et pour rendre donc des projets agrivoltaïques possibles dans le département de la Nièvre, mais sous certaines conditions. Et ce travail a débouché à une délibération qui a été votée en session de Chambre d'agriculture au 25 février 2021. Donc cette délibération, on va dire, s'appuie sur 4 piliers. Déjà, dans un premier temps, il était défini que la puissance maximale qui allait être autorisée sur le département était de 2000 MW crête. Donc répartie sur l'ensemble des départements, avec une répartition que je vous présenterai après. Donc cette délibération repose sur 4 piliers. Le premier, c'est que le développeur ait un projet agrivoltaïque cohérent. Le deuxième, qu'il y ait réellement un projet de territoire aussi avec ce projet, donc à travers le GUFA. Le troisième, une acceptation sociale. Et bien sûr, après, qui repose tout ça sur une méthode de travail. Donc, le cas de développement, donc, c'est 2000 MW crête de, comment dire, voilà, représente environ 0,55% de la SAU du département. Dans tous les cas, les élus désiraient que ça représente au maximum 1% de la SAU. Cette répartition donc équitable à travers les intercommunalités, elle a été définie en fonction du nombre d'habitants des communautés de communes, ainsi que de la SAU et du nombre d'agriculteurs. Ainsi, le quota varie de 68 à 349 MW crête par communauté de communes. Voilà. Il a été décidé également de ne pas catégoriser les terres agricoles, dans le sens où il n'y a pas que les mauvaises terres, on va dire, qui peuvent faire l'objet d'agrivoltaïsme. Si on a par exemple un maraîcher qui a envie d'en faire, en aucun cas il ne peut réaliser du maraîchage sur des terres de mauvaise qualité. Donc ce projet agrivoltaïque cohérent, il repose sur le fait, en fait, que le parc agrivoltaïque ne doit pas dépasser 70 hectares maximum. Pourquoi 70 hectares? Parce que le parc agrivoltaïque actuel de Verneuil donc, mesure 70 hectares. Cette surface de parc doit être au maximum 50% de la SAU de l'exploitation. Et en aucun cas, la Chambre d'agriculture n'intervient dans les relations propriétaires-développeurs. Ça regarde que ces deux parties. Par contre, ce qu'elle impose, c'est que l'exploitant soit rémunéré au minimum à hauteur de 1 000 € par hectare de parc agrivoltaïque par an. Voilà. De manière à ce que la personne qui réalise le travail soit rémunérée à sa juste valeur. Le projet agrivoltaïque, bien entendu, sera adapté en fonction de la qualité du sol. Et les élus désiraient qu'il n'y ait pas de projet alibi comme on a pu nous en présenter d'ailleurs. Donc, ces projets alibi au départ, c'était justement faire des ruchers ou voilà, par exemple, également pour réduire la compensation que le développeur pourrait donner. Respecter le bon sens agronomique également en termes de production, rendement de chargement qui doit être cohérent avec le secteur et la nature du sol considéré. Une cohérence territoriale, voilà, que l'exploitant ne soit pas extérieur au territoire, que la production qui sera, entre autres fourragères qui peuvent être produites sur le parc, ne soit pas exportée.
L'âge des porteurs de projets, on va plutôt privilégier, si on est à la recherche d'un exploitant en exploitant ovin, on va dire, on va privilégier plutôt quelqu'un qui est en phase d'installation ou quelqu'un qui devrait, comment dire, conforter son projet d'installation plutôt que quelqu'un qui arrive en fin de carrière. Voilà. Et puis, bien entendu, il faut que l'exploitant soit exploitant à titre principal, hein. On a rencontré, il a été rencontré des personnes qui voulaient installer leur fils qui était avocat à Paris, par exemple, ou des enfants, mais qui gardaient leur emploi et qui aussi n'étaient pas présents sur place. Voilà, donc il y a différents tris à faire quand même par rapport à ces projets que l'on voit arriver au sein de la Chambre. Et ce qui est important également, c'est que le revenu disponible agricole qui sera calculé ne soit pas uniquement issu du revenu des panneaux solaires, mais bien aussi de l'aspect agricole. Donc, le deuxième pilier, c'est que les élus voulaient aussi que ce partage des valeurs ne soit pas uniquement au niveau seulement du parc agrivoltaïque, mais également que ces valeurs participent à des projets de territoire et soient partagées par les agriculteurs qui n'auraient pas la chance, on va dire, d'avoir des projets agrivoltaïques. Donc, l'objectif de ce GUFA est d'inciter le développeur à investir sur le territoire au-delà de la parcelle et du parc agrivoltaïque. Donc, ce groupement d'utilisation de financement agricole a pour objectif de financer des projets agricoles collectifs structurants pour le territoire, comme pour aider par exemple des abattoirs à se moderniser, ou dans tous les cas, ça reste des projets qui soient collectifs. Le GUFA sera abondé de deux sortes. Premièrement, la compensation collective agricole, donc éviter, réduire, compenser, qui sera calculée pour chaque projet agricole. Et également, les développeurs devront verser par an 1 500 € par mégawatt crête au GUFA pour réaliser ces différents projets. Donc, le GUFA est une SAS à capital variable qui a été créée en décembre 2021. Il est donc, comment dire, c'est quelque chose qui fait partie des dispositifs du Code rural et qui a l'accord de la préfecture qui demande une transparence sur l'utilisation de ces fonds. Le GUFA Nièvre est a été fondé par 4 membres, dont la Chambre d'agriculture qui assure également l'animation, la Confédération paysanne, la FDSEA et les JA, sachant que la coordination rurale a refusé d'être présente. Le conseil d'administration est composé de 8 membres, donc 2 membres par structure, et sa présidence est assurée par un jeune agriculteur. Le troisième pilier, c'est l'acceptation sociale, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture ne va pas intervenir si localement le conseil municipal ne donne pas un accord favorable au projet agrivoltaïque. Et puis, voilà, la Chambre d'agriculture ne possède pas en interne de compétences environnementales et intégration paysagère, et ces deux éléments sont étudiés par d'autres structures. Donc, notre méthode de travail au sein de la Chambre. Donc, premièrement, le développeur rencontre la Chambre d'agriculture et son président de la commission d'expertise agrivoltaïque sur le terrain. Donc, au sein de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, il a été créé une commission d'expertise agrivoltaïque, donc composée de 5 élus, dont le président n'est pas le président de la Chambre d'agriculture, mais voilà, il rencontre dans un premier temps le développeur pour avoir connaissance du projet sur le terrain. Ensuite, ce projet est discuté au sein de la commission d'expertise agrivoltaïque, donc interne à la Chambre. On va présenter une lettre d'engagement au développeur qui va s'engager à signer à terme une convention quadripartite entre lui-même, l'exploitant, la Chambre d'agriculture et le GUFA. Sachant que voilà, cette lettre d'engagement l'engage par la suite à signer cette convention
et nous permet également, nous, de réaliser le projet agricole. Donc, dans un quatrième temps, il va être discuté du projet agrivoltaïque et nos services vont formaliser un devis. Donc, le devis de notre travail de projet agricole va être financé par le développeur et nous allons également lui proposer un calendrier de travail pour le rendu de notre étude. Donc, ce projet agricole repose sur une étude technico-économique. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails, dans le détail de cette étude. Par contre, la Chambre d'agriculture ne réalise pas d'études préalables agricoles, voilà, dans le cadre de éviter, réduire, compenser. Elle a préféré laisser à d'autres gérer cette étude, sachant que, bien entendu, le projet agricole que l'on réalise permet également d'avoir des éléments chiffrés que l'on peut apporter aux personnes qui réalisent cette étude préalable agricole. Donc, ce projet agricole est présenté en commission d'expertise agrivoltaïque en interne, qui peut être élargie à d'autres membres. Et donc, cette commission d'expertise agrivoltaïque donne son accord favorable au projet. Donc, il y a une signature de la convention quadripartite qui permet de définir les engagements de chacun au niveau du projet. Donc, en interne, cet agrivoltaïsme quand même mobilise beaucoup de personnes. Il mobilise un chargé de mission énergie, une juriste foncière urbanisme, un chef de pôle économie-formation, 5 élus de la Chambre qui, entre autres, valident les projets agrivoltaïques, et puis des équipes pluridisciplinaires qui peuvent concerner les grandes cultures, l'élevage, le maraîchage, l'agroforesterie, en fonction de la nature du projet, qui est en général, qui est de toute façon porté par un conseiller d'entreprise. Donc, on a quand même pour chaque projet un travail en collaboration avec, pour ma part, par exemple en élevage, avec un conseiller ou une conseillère d'entreprise qui va porter le projet agricole. Éventuellement, et même très souvent, un conseiller, enfin une conseillère bâtiment pour tout ce qui est aspect la concernant. Et puis le pédologue également qui peut intervenir dans certains projets s'il est choisi. Donc, cette commission d'expertise agrivoltaïque donc, est interne à la Chambre. Elle permet d'avoir un avis sur les projets. Donc, les projets sont présentés par un conseiller d'entreprise de la Chambre, ainsi qu'avec le développeur. L'exploitant ou le propriétaire ne participent pas à cette commission. Donc, cette commission, comme je vous l'ai déjà dit, est composée de ces 5 élus. Et dans le cadre de la présentation du projet agricole à cette commission, on l'ouvre à d'autres observateurs comme la DDT, la mairie de la commune concernée, les membres de la CDPENAF, enfin voilà, tous ceux qui peuvent être concernés par ce projet. Et cette commission permet de donner l'avis de la Chambre d'agriculture qui sera transmis donc à la DDT puis aux membres de la CDPENAF. Et donc, par la suite, une fois que le projet sera sorti de terre, et également, ce qui est prévu et ce que l'on propose aux développeurs, c'est qu'à partir de la mise en production ou un peu avant s'il y a besoin, c'est que la Chambre d'agriculture propose aux développeurs un suivi obligatoire, donc qui sera financé par ce développeur, qui sera financé à hauteur d'un forfait de 4 000 € par an, plus 80 € hors taxe par hectare de parc agrivoltaïque sur toute la durée de production. Ce suivi aura plusieurs objectifs, c'est-à-dire vérifier déjà que le projet agricole que l'on avait défini, que l'on avait prévu, est bien respecté,
que l'on accompagne également l'exploitant en fonction de ses besoins, d'autant plus important que lorsque une troupeau ovine est mise en place en même temps que les panneaux. Et puis également créer des références sur ce suivi. Et ça permet également d'apporter une garantie aux 4 signataires de cette convention, donc la Chambre d'agriculture, le développeur, l'exploitant et la CDP. Et la CDPENAF, ce n'est pas le signataire de la convention, c'est le GUFA, mais la CDPENAF, ça permet également de lui prouver que cette partie agricole, que cette production agricole est bien maintenue sous les panneaux. Alors, des références indispensables, c'est vrai que nous, au niveau de la Nièvre, on a la chance d'avoir un parc agrivoltaïque qui est en production depuis 2018, qui est en suivi depuis 2021. Et le fait d'avoir mis en place des suivis sur ce parc nous a permis quand même d'avoir beaucoup d'éléments pour accompagner ces projets agricoles. Pour répondre en partie à une question qui a été posée tout à l'heure, donc ce parc agrivoltaïque est composé de 70 hectares. On a suivi une parcelle de 8 hectares et demi, et sur laquelle les panneaux couvrent 3,3 hectares. C'est-à-dire qu'on a un taux de couverture des panneaux sur cette parcelle, et puis sur le site d'une manière générale, de 38,78% exactement, avec une largeur de table de 3,53 m et une largeur d'interrang de 3,90 m. Et c'est-à-dire qu'avec ces éléments, donc d'après ce qu'a présenté Julien, qui correspondent à la définition de l'agrivoltaïsme, voilà, nous permet d'avoir une production agricole maintenue et que l'on vérifie grâce à des relevés de pousse de l'herbe et qualité de l'herbe. Des températures, là, ça rejoint aussi par rapport à l'aspect bien-être animal, puisqu'on a vu on a pu vérifier qu'aux heures les plus chaudes de la journée, l'été, il y a une différence de 4 à 5 degrés en moins sous les panneaux que sur les zones nues, enfin les zones témoins. C'est-à-dire que là, on a vraiment un réel confort par rapport au bien-être de l'animal. Et puis, sur ce parc, on a également contrôler les croissances des agneaux qui pâturent avec les mères. Donc on a pu mesurer ces croissances et les poids au sevrage de ces agneaux. Ainsi d'autres éléments comme l'évolution des notes d'état corporel et également des résultats de reproduction des animaux qui étaient mis en lutte sur cette parcelle. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur les différents suivis. Donc en conclusion, le travail qu'a fourni les élus de la Chambre d'agriculture a pu permettre de définir un cadre dans l'agrivoltaïsme, qui est la seule possibilité, comme on l'a défini, de développer le photovoltaïque sur des terres agricoles, d'encadrer ces surfaces en agrivoltaïsme sur le département. Voilà, on est sur une puissance de 2000 MW crête maximum sur le département. Qui représente quand même 50% de l'objectif régional de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est aussi la preuve que le département s'est beaucoup impliqué sur ce volet. Que la Chambre des cultures veille également à ce que l'exploitant perçoive bien une rémunération. Et puis, ça permet également que la profession agricole gère l'utilisation de ces sommes reversées par les développeurs sur le territoire à travers le GUFA, et ainsi que l'agrivoltaïsme profite plus largement à tous les agriculteurs du département avec l'accompagnement de ces projets collectifs. Voilà, j'en ai Merci fini. Christophe. Eh bien, tu as plein de questions, donc je vais laisser Claire te les Sûrement. adresser. Alors, C'est par parti pour contre, 10 minutes de questions. alors, attendez, je reviens. Voilà. Allez-y. Bonjour à tous. Et du coup, Christophe, je vais juste poser une petite question de moi. Tu as dit que tu vous accompagnez sur toute la durée du projet, donc vous avez des contrats sur 30 ans, par exemple. Voilà, effectivement, donc les conventions qui vont être signées par la suite seront valables sur la durée de production des panneaux. Oui.
Alors du coup, la première question, ce serait: la convention quadripartite couvre-t-elle la transmission? Alors là, j'ai pas les teneurs de toute la convention, de cette, hem, donc on me dit oui parce que Carole, c'est ma collègue de juriste, donc merci Carole. Après, une autre question, c'est: est-ce que des publications ont été faites avec, les références développées? Donc j'ai répondu dans le chat que tu avais participé au webinaire Innovant avec, où tu présentais une partie de tes résultats, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils pourraient consulter, les références que tu as acquises? Non, je ne pense pas. Il y avait eu un webinaire, Innosis, au mois de juin l'année dernière et également le webinaire Innovant. Par contre, ceux qui voudraient avoir la synthèse des suivis réalisés, on peut leur envoyer, sans problème Ah, par mail. OK, donc c'est Christophe Reynaud. Heu, Après, une question: la Chambre de la Nièvre donne-t-elle un avis en CDP-9 sur les projets qu'elle suit? Oui, OK, donc ça, apparemment, ça a suscité pas mal de réactions. Les développeurs sont-ils dans l'obligation d'abonder le fonds, 1 500 € par, mégawatt crête par an? Les fonds, j'ai c'est le entendu le GUFA? début. Oui, Est-ce que oui, les enfin, développeurs, ils sont dans l'obligation, oui, d'abonder au c'est bien GUFA? pour ça que dès le départ, dès le début de notre rencontre, on leur fait signer une lettre d'engagement pour, qu'ils s'engagent bien dès le départ, avant qu'on réalise le travail, à verser ces 1 500 € par mégawatt par an au GUFA. Et c'est OK, une fois que la commission a donné un avis favorable au projet, que cette convention est signée. ça marche. Mais on s'assure vraiment qu'ils s'engagent dans leurs, obligations et entre autres par rapport à la rémunération de l'éleveur, enfin de l'exploitant et de ces 1 500 € pour le GUFA. On s'assure bien qu'ils s'engagent dès le départ avec, en leur faisant signer une lettre d'engagement. OK. Une question par rapport au bien-être animal: est-ce que la température, c'est le seul paramètre qui est suivi? Alors, on le fait, enfin, on l'a fait uniquement par rapport à l'aspect, température, parce que c'est quelque chose de mesurable. Après, par la suite, au niveau bien-être, c'est de l'observation des animaux quand on se rend sur le parc, mais, c'est par exemple les risques de blessures ou voir un peu leur comportement par rapport aux zones de couchage et autres ou à leur, déplacement sur le terrain, mais il n'y a pas franchement des choses, à partir du moment que l'installation, respecte bien les règles de l'agrivoltaïsme, voilà, il y a aucun risque de blessure chez les animaux et il y a aucun problème sur leur bien-être. Mais à vérifier dans Mmh. d'autres parcs. Moi, c'est ce qu'on constate, nous, chez nous. Ouais, enfin, je peux rajouter que dans les parcs qui avaient pas été conçus pour du pâturage ovin, ils étaient trop bas et envoyaient des dos de brebis qui pouvaient être, enfin, râpés, un peu abîmés. Mais aujourd'hui, avec les hauteurs qui sont conseillées, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Alors, il y a une question, c'est: la relation développeur-propriétaire ne permet-il pas l'enrichissement du propriétaire au détriment de l'exploitant? Je pense peut-être définir les relations entre le propriétaire, le développeur et l'éleveur. En fait, l'exploitant peut être déjà présent sur le terrain qui sera concerné par le projet. C'est pas toujours le cas. Après, ça peut être un exploitant voisin qui a des ovins et à qui on demande de venir pâturer sous les panneaux. Dans tous les cas, il n'y a pas de relation, directe entre l'exploitant et le propriétaire. Voilà, donc c'est le développeur qui va signer on va dire un bail avec le propriétaire et ce même développeur va également signer un bail, et une convention que ça soit pour l'entretien le pâturage sous les panneaux ou de l'entretien des haies, qu'il peut y avoir. Mais en fait, il n'y a aucune relation entre l'exploitant et le propriétaire et par rapport à cet aspect enrichissement, voilà, nous, on n'intervient pas dans la rémunération que le développeur, donnera au propriétaire.
Donc, par contre, nous, ce qu'on a voulu imposer justement dans notre approche, c'est que l'exploitant soit bien rémunéré à sa juste hauteur, enfin, à sa juste valeur, c'est-à-dire au minimum 1 000 €. Mais les développeurs ont la possibilité de donner également plus. Et ça, c'est après, chaque développeur a sa propre règle au niveau rémunération entre le propriétaire et l'exploitant. Mais on n'intervient pas pour le propriétaire. Ouais. Est-ce Ah, que c'est j'ai vrai que moi, répondu à la question? Je ne sais pas. Si. je pense, ouais. Enfin, moi, Oui. j'avais eu l'occasion effectivement de discuter avec un propriétaire et il avait gardé confidentielle la rémunération qu'il pouvait avoir, quoi. Alors, il y a des questions. Alors, je vais commencer par la CDPNAF et après sur le GUFA. Donc, n'y a-t-il pas un conflit d'intérêt à donner un avis en CDPNAF pour un projet suivi par la Chambre? C'est pour ça que l'on n'intervient pas dans l'étude préalable, enfin pas l'étude préalable, la compensation agricole, je veux dire. Voilà. Ça peut nous être reproché effectivement, mais on n'intervient pas dans le calcul de la compensation. OK, et après, par rapport au GUFA, est-ce que tu peux donner des exemples de projets de territoire qui ont été accompagnés par le GUFA? Alors là, on est au tout début. Le premier projet, c'est de faire comment une étude sur. Enfin, il y a on a deux abattoirs il y a un abattoir dans la Nièvre qui va réouvrir. Donc, voilà, le GUFA participe on va dire, au soutien de cette réouverture par l'accompagnement d'études. Et puis, un autre abattoir qui va être modernisé et que le GUFA accompagne également. Voilà. Je crois que pour l'instant, il n'y a qu'un abattoir qui va être modernisé, qui a perçu de l'argent via le GUFA. D'autres projets aussi, c'est par exemple des projets de magasins de producteurs qui peuvent s'ouvrir dans les communes. Enfin, voilà. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est quand même sur un projet de territoire collectif, voilà, qui peut concerner à la fois les camps de culture, l'élevage, enfin, etc., quoi. Mais on est vraiment sur quelque chose pour redynamiser, voilà, les productions et en même temps, plutôt avec une approche derrière alimentaire. Il y a également un projet aussi d'acheter des terrains pour des maraîchers. Voilà. OK, et On du coup, va il y a devoir une arrêter là. On va devoir arrêter là. On ça marche. va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, Alors Camille. juste il y a quelqu'un qui félicite la Chambre de la Nièvre pour le travail, réalisé. Merci. Camille, c'est à toi. Alors, oui, Autour bonjour à de, tous. les travaux de la Chambre de Dordogne sur agrivoltaïsme et filière ovine. C'est parti pour 10 minutes de présentation et ensuite 10 minutes de questions qui seront modérées par Élise. Ouais, vous m'entendez et vous voyez mon partage d'écran? C'est parfait. C'est parfait. Donc Camille Ducourtieu, moi donc je suis à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Je suis conseillère en ovin et fourrage. Donc là, je vais vraiment parler de mon vécu en tant que conseillère ovin et fourrage dans une chambre d'agriculture. Alors moi, j'étais sous le beau soleil en juillet 2022 dans la Nièvre, là où Christophe nous avait présenté tous les travaux qui étaient faits dans la Nièvre. Et donc, enfin, ça a été très intéressant parce que nous, on en était vraiment au balbutiement sur notre département. Et donc, ce qu'on avait, nous, régulièrement, c'était des contacts, alors moi, je vais parler surtout de mon vécu, c'est-à-dire que j'avais, soit des éleveurs qui m'appelaient parce qu'ils étaient sollicités pour aller faire l'entretien de parcs déjà existants, alors qui n'étaient pas obligatoirement des parcs en agrivoltaïsme, parce qu'il n'y en avait pas encore, mais des parcs en photovoltaïque au sol. J'avais aussi donc ils m'appelaient pour me dire: «Bon, qu'est-ce que je demande comme rémunération? Comment il faut qu'on se comporte avec les développeurs?» Ensuite, j'avais aussi, des éleveurs qui, étaient en
projet de faire installer sur leur terre un parc ou des parcs agrivoltaïques pour se sécuriser financièrement. L'autre cas de figure aussi, c'était des jeunes agriculteurs qui étaient en plein projet d'installation et pour consolider leur installation en ovin, se poser la question d'installer aussi de l'agrivoltaïsme sur leur surface. Et j'avais aussi donc des développeurs, au début c'était surtout ça, des développeurs qui m'appelaient et qui recherchaient des éleveurs pour entretenir les surfaces qu'ils pensaient mettre en agrivoltaïque. Et qui cherchaient, alors on m'avait mis en alerte, on m'a dit: «Attention, fais attention à ce que tu leur dis parce que toutes tes réponses peuvent être mentionnées dans le dossier après, comme étant un peu un crédit chambre d'agriculture, quoi. La chambre d'agriculture est d'accord, c'est bon». Et puis alors donc sur le département, on a pas mal de sollicitations sur la filière ovine, un petit peu en bovin, mais on a aussi au niveau donc du maraîchage, donc là je m'éloigne un peu plus, mais bon, pour vous faire un panorama un peu de ce qui se passe sur le département. On a aussi, quelques producteurs maraîchers qui, s'engagent aussi sur des projets, d'agrivoltaïsme pour sécuriser leur production. Alors, département de la Dordogne, je pas vite en présentation, c'est, à peu près 40 à 45 000 brebis. 45 de la SAU, c'est de la prairie. On a aussi des grandes zones boisées, de la fermeture du paysage, mais parallèlement, une forte activité, de tourisme dans le sud essentiellement du département. Donc voilà, on a des contextes, propices, on va dire, à l'agrivoltaïsme, autour des zones sources, parce que, voilà, des prairies, des bois, mais derrière une densité, de population sur certains secteurs et un enjeu touristique qui fait que, les enjeux sont complexes sur le département. Alors, le contexte départemental, il est que, les objectifs publics, donc en Dordogne, c'est, d'installer 100 à 200 hectares par an, d'agrivoltaïsme d'ici 2032. Beaucoup de projets sont, présentés, il y a à peu près 50 projets par an, mais finalement, bah, pour l'instant, il y en a peu qui aboutissent, on en a très peu, qui sont en production. En 2022, on a une charte départementale qui a été votée, par les élus de la chambre d'agriculture. Et alors, ce qui est prévu dans cette charte et notamment les points, qui font que les projets sont refusés par les élus de la chambre d'agriculture, c'est si on n'a pas de maintien ou diminution de la production agricole. Alors ça, c'est un vœu pieux, mais c'est sûr que de savoir si la production agricole va être maintenue, à part faire un suivi sur long terme, c'est difficile quand même en amont de se prononcer. L'idée aussi, c'est qu'on ait, une puissance, qui soit inférieure. Donc voilà, c'est refusé si on est supérieur à 20 mégawatts crête. C'est refusé aussi si ça fragilise un réseau d'irrigation ou si on perd de la surface irrigable. C'est refusé si on a les classes fiscales 1 et 2 qui sont supérieures à 10 de la surface, prévue dans le projet. Et après aussi, si jamais les contrats, qui sont prévus ne proposent pas, un équilibre de chaque partie, c'est-à-dire une répartition équitable entre le loyer de l'exploitant et celui du propriétaire, là aussi, ça peut être, un point, d'évacuation du projet, quoi, dans la chambre d'agriculture. Alors, face à toutes ces sollicitations, puis, la mise en place de la charte, on a donc, on essaye de s'organiser, en fait, parce qu'on en est au début.
Donc le prérequis pour nous, c'est de centraliser la demande parce que donc moi j'ai des demandes, d'autres collègues filières, bovins par exemple ont des demandes, mon collègue, sur, la partie environnement ou mon autre collègue sur la partie énergie ont des demandes aussi. Donc on est en train de s'organiser pour centraliser les demandes. On a établi aussi une grille de diagnostic qui est basée sur la charte, une grille en 30 points. Et les élus ont validé parce qu'on voulait avoir une position claire des élus par rapport à nos missions en interne. Et donc, ils ont validé l'engagement de la Chambre d'agriculture dans les études préalables. Donc, on y est, voilà, comme disait Christophe, ils n'en font pas, nous, on en fait. Et on pourra faire aussi des suivis post-installation. Donc, à l'heure actuelle, là, en 2023, il y a eu 4 EPA qui ont été réalisés par mes collègues. Et en 2024, il y en a 3 de prévus pour l'instant. Les suivis post installation, pour l'instant, c'est qu'au niveau des contacts et de la rédaction de conventions. Donc là aussi, on est en train de réfléchir à quel contenu de convention, comment on fait pour que ça soit quelque chose de stable et de périn. Voilà. Alors, je reviens donc sur la grille de prédiagnostic. C'est une grille donc avec un scoring et qui prend en compte donc les synergies. Ça apprécie donc la synergie entre le niveau agricole et photovoltaïque, qui est un bon équilibre, la puissance du capteur, la classe fiscale des terres, là, que ce soit prévu dans le projet la remise en culture des parcelles, si c'était des parcelles non cultivées. Une vision aussi sur, en général, la dynamique agricole, communale et puis une appréciation aussi de la pérennité du projet agricole dans le cadre du projet. Alors, notre démarche en Dordogne, ça rejoint, il y a des différences avec, ce qui se passe dans la Nièvre, et certainement sur, vos départements. Ça reste encore un peu, pour moi, je dirais un peu flou, mais les étapes sont les suivantes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de réflexion où il y a un préavis. Donc là, c'est la DDT, sur le département qui gère et qui va identifier les principaux obstacles au projet. Nous, on a notre avis institutionnel Chambre 24 avec la grille, avec le scoring de 30 points, qui est donc établi par mon collègue conseiller énergie. Et on a aussi donc on peut au cas par cas, auprès des développeurs, faire de la prestation de conseil lorsqu'ils sont en train de déposer leur préavis sur voilà, s'il y a un bâtiment de prévu avec, du conseil bâtiment, du conseil sur le pâturage, si ça va être de l'ovin, etc. Après, quand c'est le montage du projet en tant que tel, donc il passe en guichet unique. Donc là, le guichet unique, l'animation, c'est le référent unique préfectoral. Le secrétariat, donc c'est la DDT et la chambre d'agriculture participe avec 1 ou 2 élus de la chambre et un conseiller chambre. Ça passe en CDPNAF, hein, là, c'est aussi le référent, unique préfectoral et la DDT qui organise, avec la chambre qui participe, avec un autre conseiller chambre qui n'est pas le même qu'en guichet unique. Et c'est là qu'interviennent donc les prestations, chambre d'agriculture, donc avec l'étude préalable agricole. On peut avoir du diagnostic sol et une étude d'impact environnemental. Et enfin, quand le projet est validé, donc c'est que là, la décision préfectorale permet le permis de construire. On a la mise en place de la centrale, les travaux, et la chambre donc a prévu de faire des suivis post-installation. Alors,
je reviens juste assez vite sur l'étude préalable agricole. Nous, elle est basée sur une démarche des Pays de Loire qui a été adaptée pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, le principe, c'est on part sur une présentation globale du projet, une présentation de l'exploitation agricole, une étude territoire où on va jusqu'à la commune concernée. On caractérise les impacts du projet sur le territoire, puis après les impacts technico-économiques pour l'exploitation qui est concernée. Donc, on va jusqu'à quels équipements il faut prévoir, quelles sont les adaptations dans le parc pour que le pâturage se fasse correctement. Et enfin, on fait des calculs de compensation agricole voilà, qui visent à déterminer un montant pour du réinvestissement local dans du développement agricole. Pour l'instant, ce fonds n'a pas été utilisé et il est géré donc une cogestion chambre et préfecture. Voilà, alors je vais en terminer par ce qu'on prévoit, nous, en suivi post-construction, post-installation. L'idée, c'est, alors, comme on en parlait au début de ce webinaire, c'est, on a des prérequis, c'est que normalement, il faut qu'on ait une amélioration du bien-être, qu'on ait une amélioration de la productivité, que l'économie de l'exploitation soit pérennisée. Donc, c'est des choses sur lesquelles on veut travailler. Alors, qui va réaliser cette prestation? Donc, ça sera une équipe pluridisciplinaire. Donc, un conseiller agronomie, un conseiller au vin, bon, si c'est un projet au vin, un conseiller fourrage, un conseiller bâtiment et agrivoltaïsme. L'idée, c'est d'avoir, alors ce qui sera dans le décret, c'est d'avoir a priori donc une zone témoin non pâturée pour pouvoir voir les effets. Et puis donc l'idée, c'est au début de faire un conseil agronomie, un diagnostic floristique avant chantier pour faire des préconisations de semis dans la foulée pour remettre en état. Et les années qui suivent, juste après, donc c'est faire du conseil de remise en état post-chantier construction. Les années suivantes, l'idée, c'est de nous servir de notre expertise et expérience sur les réseaux Inosys pour faire des suivis technico-économiques et des suivis résultats, voilà, troupeaux avec, voilà, sur le même principe que les suivis Inosys. Et puis, c'est aussi surveiller l'évolution de la flore et des rendements, à la fois sur l'année et d'une année sur l'autre, pour regarder voilà, les impacts à la fois changement climatique et puis pâturage lui-même d'une année sur l'autre. Et c'est aussi travailler sur tout ce qui est temps de travail pour l'éleveur. Au-delà du temps passé surveillance pâturage, il y a quand même tout ce qui est entretien de bordure ou de compensation environnementale parfois, qui sont des choses sur lesquelles il faudra travailler. Pour conclure, nos problématiques qui restent, c'est qu'on a une forte sollicitation, donc on est obligé de se dépêcher, d'être prêt à répondre à la demande, tout en ayant, comme vous le disiez tout à l'heure dans le chat, il faut éviter d'être jugé parti, ce qui est très compliqué, quoi, hein, quand on est à la fois dans les CDPNAF, qu'on fait du conseil, c'est pas évident. Les classes fiscales, à l'heure actuelle, elles ont des limites. Et on avait pour idée de repartir sur une grille agronomique, donc c'est en cours de réflexion. Nos problématiques aussi, c'est qu'on a déjà du conseil, notamment du conseil installation, sur lequel on peut avoir du financement. Donc, on a une tarification auprès de l'éleveur. Et parfois, nous, on apporte de l'information à l'éleveur qui va être redonnée au développeur indirectement. Donc, finalement, toute notre donnée repart au développeur, parfois gratuitement, ce qui est un peu compliqué pour nous. Et en plus, on est souvent sur des pas de temps différents entre l'accompagnement à l'installation et l'accompagnement sur des projets agrivoltaïques. Et puis après, c'est sur tout ce qui est suivi post-installation. On se pose les questions de comment on va faire pour avoir toujours accès à la donnée convenablement, vu les pas de temps qui sont très longs, c'est-à-dire, pour l'instant, on est suivi sur 30 ans. C'est des échelles qu'on n'avait pas connues jusqu'à présent, quoi. Voilà, donc c'est voilà
une photographie de la Dordogne à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci Camille. Donc on a le temps pour 1 ou 2 questions, je pense. Élise? Alors oui, donc il y a une question qui concerne, donc est-ce que les projets agrivoltaïques maraîchers, c'est plutôt des projets sous serre ou en plein champ? Alors, peut-être que mes collègues, hein, qui sont présents, pour pouvoir répondre, ça je ne sais pas dire. Je sais pas, parce que je suis sur la filière ovine, donc je ne sais pas dire à l'heure actuelle. Peut-être que mes collègues vont répondre sur le chat, mais je ne sais pas dire. Ensuite, il y avait une autre question sur, qu'est-ce qu'il en était des doubles actifs qui se lancent dans l'élevage, sous ombrière, mais où on n'a aucune garantie qu'ils soient chefs d'exploitation à titre, principal et qui parfois vivent à plus de 20 kilomètres. Alors, on n'a pas normalement parce que, quand il y a, cette grille-là sur, 30 points, il y a une approche, sociale, hein, et entre guillemets «bien fondée» du projet et pérennité agricole. C'est-à-dire qu'on regarde aussi si c'est pas quelqu'un qui est, proche de la retraite, qui fait ça, pas plus par, opportunité financière, plus que par pérennité agricole. Donc on fait attention à ça. Hem Et on s'attache à voilà, à ce qu'il y ait une production. Donc généralement, si, le propriétaire, il est, loin de alors je n'ai pas regardé la question, mais généralement, on veut qu'il y ait une activité agricole. Donc on s'attache si le propriétaire est plus actif et qu'il y a des ovins qui sont mis, dessous et qu'il n'est pas à proximité, c'est pas pour nous, c'est pas gérable. Donc ce sera un projet qui d'emblée sera écarté parce que c'est pas possible. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais ah bah, voilà, Philippe a répondu, mon collègue, hein. Donc c'est des ombrières pour produire des salades. Merci Heu Philippe. et ensuite, donc il y avait une autre question, donc que sont les classes fiscales 1 et 2? Oh, Philippe, il va répondre aussi. Je ne sais Du plus coup, la on va définition. passer à une autre question. On va laisser Philippe répondre dans le chat. Ouais, répondre, Alors, je ne sais pas par cœur les classes. quels indicateurs, pris en considération pour évaluer la synergie photovoltaïque agriculture? Là aussi, je pense que c'est assez large parce que, c'est une étude du projet dans sa globalité. Donc hem, il y a des histoires de, notamment, je pense, couverture du sol pour que, il y ait suffisamment de place pour qu'il y ait assez de production. Heu, Bah, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, par rapport à ça, avec comme objectif final, hein, c'est que, ça soit bien de l'agrivoltaïsme et pas du photovoltaïque au sol avec, de l'agricole, qui vient se greffer, temporairement pour que ça passe, quoi. Donc derrière, il y a toujours, hein, une notion, de projet, économique, hein, avec, de l'humain, quoi, derrière. Merci beaucoup Camille. Et maintenant, on va demander à Laurent Keller de la Meurthe-et-Moselle de venir nous présenter les accompagnements qu'il mène sur l'étude des systèmes qui vont installer de l'agrivoltaïsme. Laurent, c'est parti pour toi pour 20 minutes de présentation. Donc là, Laurent Keller, conseiller au vin sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc, comme Camille, ça a été une chance quand même pour nous de faire partie de ce groupe des pâturages des surfaces additionnelles, ce qui nous a permis d'aller dans la Nièvre, parce que pour replanter un peu le contexte meurthe-et-mosellan au moment là, c'était il y a suffisamment de surface sur les toits, on ne mobilise pas les terres agricoles pour des panneaux. Et voilà, la position agricole était quand même assez figée sur ce constat-là. Mais dans un même temps, on avait un peu une pression du terrain qui remontait avec énormément d'agriculteurs qui étaient démarchés par des promoteurs. Et on sentait bien que cette position-là ne pourrait pas tenir à durée. Donc voilà, c'était un peu une situation qui était un peu délicate à ce moment-là. Donc, je suis revenu un peu avec l'exemple de la Nièvre
et notre chambre d'agriculture s'est rapprochée de la chambre de la Nièvre pour pouvoir s'inspirer un peu de leur expérience et de leur retour d'expérience. Ce qui fait que, du coup, ça a permis de. Et puis, il y avait aussi un vide sur le terrain. Voilà, l'administration ne se prononçait pas, faisait un peu le mort. Donc, la profession agricole s'est un peu pris en main et pour développer un document cadre qui a été co-signé par la FDSEA, l'EJA et la Chambre d'agriculture. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une position un peu claire au niveau du département sur ce qu'il y avait à mettre en place. Donc, ce qui a permis, donc ça a été réalisé en juin 2023, et ça nous a permis un peu de mettre des priorités voilà, pour guider les promoteurs. Donc, priorité numéro 1, utiliser au maximum déjà les sols déjà artificialisés et éviter de mobiliser des terres agricoles s'il y a moyen de faire autrement. Donc, toujours garder une priorité sur les toitures agricoles ou autres. Également, une optique de partir sur de petits projets qui peuvent être un peu disséminés sur le territoire, donc à moins d'1 mégawatt crête, et qui a aussi la particularité d'être plus facile à mettre en place, n'est pas soumis à permis de construire. Donc voilà, et seulement en 4e priorité, aller sur des projets agrivoltaïques individuels ou collectifs. Donc, le document cadre, ça permet de fixer des exigences aussi. Donc, l'implantation des parcs photovoltaïques agrivoltaïques sur des zones agricoles et avec une activité agricole préalable. Donc, on est dans l'Est, on a encore beaucoup de terrains militaires qui, des fois, sont aussi des terrains privilégiés, mais il n'y a pas forcément une activité agricole concrète sur ces terrains-là. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Une limitation des projets à 20 MW crête. Donc voilà, on avait des projets qui partaient un peu sur le territoire, on entendait des 60-80 hectares de parcs photovoltaïques. Donc voilà, la profession a décidé de bloquer à 20 MW, donc des parcs autour de 20-25 hectares maximum. Et tout ça par projet et par propriétaire foncier et par exploitation. Voilà, pour limiter les opportunistes et voilà, qui auraient pu prendre ça comme une source de revenus unique. Un maintien d'une production agricole significative, donc voilà, avec un chiffre qui est fixé à 80% du chiffre d'affaires, et par là, une étude technico-économique préalable pour essayer de calculer ce respect de ce ratio. Et autre point, c'est le partage des indemnités à hauteur de 50% minimum en faveur de l'exploitant. Donc, une procédure pour respecter le document cadre. Donc voilà, le document cadre recommande la réalisation d'une étude technico-économique sur les exploitations, sur là où les exploitations concernées par le projet, et qui nous permettra aussi de réaliser, de pouvoir vérifier le respect de la production agricole, pardon. La réalisation d'une étude préalable agricole et la mise en place d'un suivi annuel de la production agricole dans la durée. Donc, au niveau organisation départementale et notamment au niveau de la Chambre d'agriculture, on n'a pas de comité technique ou quoi qui ont été mis en place. C'est vraiment, on privilégie la rencontre des promoteurs. Donc, les promoteurs viennent se présenter, présentent éventuellement leur projet. Et vice-versa, la Chambre peut aussi permettre de présenter son offre de service et ce qui peut être apporté aux promoteurs. Donc voilà, c'est vraiment plutôt des rencontres informelles et sur la base du volontariat, même si le promoteur n'a pas de projet encore concret, il peut venir présenter ses projets et son mode de fonctionnement. Donc au niveau de la Chambre d'agriculture, on propose trois prestations, donc qui sont en rapport avec le document cadre. L'étude système d'exploitation. Donc, comme dans le département, voilà, on a vraiment l'étude système, c'est la base de tous nos projets, que ce soit agrivoltaïque ou autre. Donc, on privilégie l'étude système, une étude préalable agricole et puis le suivi annuel de production. Donc, l'étude préalable agricole, le but, c'est de faire un état des lieux. En partant du plus grand de la région, descendre au niveau du département et après de la communauté de communes.
Donc voilà, de faire un peu une image de la production agricole du secteur. Et donc après, il y aura un portrait rapide de l'exploitation, donc qui est en parallèle de l'étude, qui va s'inspirer de l'étude système qui va être réalisée en amont. Le calcul de l'impact de ce projet sur la production agricole du secteur, donc avec une méthode validée par la CDPENAF. Et donc la définition de la compensation destinée à des projets d'intérêt collectif, comme on a pu voir sur les deux autres présentations. Donc une étude système, voilà, ce qui est vraiment le point que je vais vous développer. Donc le but de l'étude système, c'est d'accompagner l'éleveur sur son système actuel. Voilà, on ne se précipite pas dans le projet, on fait déjà aussi un point sur le système en place. Et puis après, définir le projet et accompagner l'éleveur dans toutes les choses à mettre en place pour mener à bien son projet. Donc, ce qui va lui permettre aussi, cet éleveur, de se défendre dans les négociations avec le promoteur, de parler d'équivalent à titre équivalent avec le promoteur et de ne pas se laisser imposer les choses et vraiment faire valoir le côté agricole du projet. Donc, définir un projet cohérent et les besoins pour les mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment accompagner l'éleveur de A à Z dans son projet. Chiffrer le potentiel économique du projet. Il faut aussi, une part, c'est responsabiliser l'éleveur sur ses engagements, parce que 25 hectares, 20 ou 25 hectares supplémentaires, ça peut bouleverser le système d'exploitation. Et ces terrains-là, ils s'engagent quand même à les exploiter correctement. Donc il faut que son projet soit bien pensé dans sa tête et sur la charge de travail aussi à mettre en place. Et puis donc vérifier le respect de la production agricole sur ces terrains. Donc le petit focus sur l'étude système. Donc la première étape, ça va être diagnostiquer le système existant avec la cohérence du système. Est-ce que le système est logique, bien exploité? On passe par la comptabilité pour vérifier qu'on est en phase avec les références départementales. La deuxième étape, ça va être la modélisation du système. Donc, on optimise le système qui est en place, voilà, avec les chiffres qu'on va utiliser dans le projet. On recadre éventuellement techniquement s'il y a des défauts au niveau de la valorisation de l'herbe ou des consommations de concentrés trop élevées, par exemple. Et donc, on définit un potentiel de BE du système, les annuités existantes sur le système et donc le revenu disponible pour l'éleveur. Donc, ce qui va faire un peu notre base de référence pour après comparer le projet. Et la troisième étape, donc on passe au projet. Le choix du système à mettre en place qui est décidé avec l'éleveur. Voilà, on peut aussi à ce moment-là étudier plusieurs possibilités. Je vais dire n'importe quoi. Voilà, un éleveur qui était en système agneau de bergerie, il va passer en agneau d'herbe parce que ça lui donne plus d'herbe à valoriser. Bon, on peut aussi étudier les deux systèmes à mettre en place. Donc on retient, voilà, toutes les hypothèses vont être retenues avec l'éleveur. On définit aussi le potentiel des terrains. Voilà, c'est quand même l'éleveur qui connaît le mieux son propre territoire. Les périodes d'agnellage, donc comme je disais, voilà, suivant le système, on peut recaler un peu techniquement le fonctionnement de l'exploitation. Le parc photovoltaïque, est-ce que c'est de l'herbe en plus? Est-ce que c'est de la céréale qui est remise en herbe? Et quel impact ça va avoir sur le système? Et ensuite, donc, on modélise le projet d'un point de vue technique et économique. Et systématiquement, tout projet, que ce soit agrivoltaïque ou pas, on passe toujours par le point de démarrage, c'est le bilan fourrager. Donc le bilan fourrager, ça va nous donner notre potentiel. Alors soit l'éleveur y rentre avec un nombre de brebis qu'il veut mettre en place, soit on calcule l'herbe à valoriser et on définit le nombre d'animaux à mettre en place. Voilà. Et après, on définit le mode de conduite des animaux. Donc, ensuite, cela permet de déterminer le potentiel du système avec le projet. On va déboucher sur un EBE prévisible. On aura aussi également les nouvelles annuités à mettre en place pour le relatif au projet. Voilà, c'est un éleveur qui ça lui fait de l'herbe en plus, il augmente la taille de sa troupe,
eh ben, il y aura peut-être des répercussions sur l'exploitation avec des bâtiments à construire ou autres investissements. Donc, ben, il faut le prévoir dans le système et donc déboucher sur le revenu disponible de l'exploitant. Et tout ça, ben, dans toujours le but de le comparer avec notre système initial. Donc, le système initial optimisé pour parler sur les mêmes chiffres et les mêmes. Voilà, si jamais il y a un défaut sur le système initial, on ne compare pas un système avec un défaut avec un système optimisé avec le projet. Et donc l'appréciation du caractère agrivoltaïque et le respect de notre document cadre départemental. Dernier petit point, c'est au niveau des investissements. Voilà, on en a discuté entre nous. Dans le cadre des projets agrivoltaïques, le promoteur peut aussi mettre en place toutes les facilités pour que l'éleveur puisse exploiter correctement le parc. Donc, il y a des investissements qui vont être à la charge du promoteur. Tout ce qui est clôture, généralement, la clôture extérieure, il n'y a pas de souci, elle est prévue. Par contre, la division du parc en plusieurs sous-parcs pour pouvoir exploiter correctement l'herbe, généralement, ils iront dessus pour investir dans ces équipements-là. Tout ce qui est abreuvoir, voilà. Et ça va être aussi une étape du projet, c'est de définir comment exploiter correctement le parc et quel équipement il va falloir mettre en place. Et ça peut aller forcément sur la contention aussi. Ça, c'est un retour d'éleveur que j'ai eu dans les 15 derniers jours. Il a été voir un autre agriculteur qui exploite un parc et il s'est rendu compte que s'il n'y a pas une bonne installation de contention sur le parc, c'est quasi impossible, quoi, parce qu'une brebis, elle va passer sous les panneaux et c'est impossible à rattraper. Et voilà, donc ça permet de sensibiliser aussi les éleveurs là-dessus. Et puis donc, ils peuvent aussi financer des abris, des bétaillères. Et comme je vous disais, par contre, s'il y a des nouveaux investissements à prévoir, mais qui sont vraiment sur le système d'exploitation, comme des nouveaux bâtiments, l'extension de la troupe, ce sera plutôt à la charge de l'éleveur, quoi. Donc voilà, il faut bien répartir un peu les investissements à mettre en place et qui doit les financer. Et voilà. Merci Laura. Élise, je te laisse pour les questions. Et moi, du coup, c'est Damaris. Ah pardon, Alors, excuse-moi. pas Pardon de souci. Élise, de t'avoir mis un coup de stress. J'ai une question. Alors, quand vous réalisez l'EPA, sortez-vous du tour de table de la CDPNAF? Alors c'est pareil, je vais faire une réponse à la Camille. C'est plutôt mon collègue qui pourrait y répondre. Sur l'étude préalable agricole, je ne peux pas répondre comme ça. Mais généralement, à la CDPNAF, c'est un élu chambre qui est représenté. Et nos études vont lui servir aussi à apporter les réponses et à être armé pour apporter les réponses de la Chambre d'agriculture. Moi, je peux juste rajouter, Dordogne, c'est le cas et les uns après les autres, ce que j'ai compris, ils sortent pour laisser les autres en discussion. Ouais. Alors, j'ai une question. Si le promoteur finance des clôtures de division du parc, l'éleveur s'engage-t-il à un bon entretien par le pâturage, objectif de moyens ou de résultats? Généralement, dans le contrat qui signe, il y a toujours une obligation de résultat, enfin de bonne exploitation du parc. Quand on avait rencontré dans la Nièvre, c'est un petit débat qu'on avait eu avec le promoteur. C'était voilà, que lui, il disait il ne faut pas trop rémunérer les éleveurs pour les obliger à avoir une production agricole suffisante pour que ça soit correctement exploité. Et inversement, moi je lui disais, quelque part, l'éleveur a tout intérêt à exploiter correctement le parc pour ne pas devoir recourir à des moyens mécaniques ou quoi pour pallier le manque d'exploitation des animaux, quoi. Donc, Laurent, est-ce que ce serait possible de retirer le partage d'écran? Je crois que c'est toi qui... ouais, pas de souci. Si. Attends, excuse-moi, tac, arrêtez. Voilà. Parfait, merci. Je vois pas d'autres questions de mon côté, mais je sais que tout à l'heure, j'avais des problèmes pour voir toutes les questions dans la discussion. Je sais pas si d'autres en voient.
Et si vous avez Alors, des il y a questions encore, n'hésitez pas. plusieurs remarques de madame Geoffrin. Alors, je pense que je ne sais pas si nous allons pouvoir répondre à ces questions-là, donc notamment par rapport à la promulgation du décret du 29 décembre, donc où elle estime que le développeur pourrait attaquer si nous obligeons une étude préalable agricole. Voilà, qui a priori n'est plus forcément obligatoire dans le cadre du nouveau décret. Donc je ne sais pas si Julien est encore là et je ne sais pas si Laurent non, ou si Laurent a une réponse ou Camille ou les collègues de Camille. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à apporter? A priori non. Laurent, je ne sais pas si ton micro fonctionne. J'ai vu ton rond s'allumer. Ah, revoilà Camille. Non, il doit fonctionner, mais j'ai pas de réponse. Bah, après, dans comment dire, dans cet aspect, enfin, éviter, réduire, compenser, je pense que la compensation collective, à partir de elle doit se calculer, elle doit automatiquement se calculer. Donc je ne sais pas après par rapport au décret de décembre, là, ce qu'il en est. Je ne sais pas si ma collègue, est toujours, en vidéo, enfin, en webinaire, sinon elle a peut-être un élément de réponse, je ne sais pas. Mais effectivement, entre, le calcul de la compensation collective agricole et les projets agricoles comme Laurent vous l'a présenté ou comme on le fait dans la Nièvre, c'est vrai que c'est complètement 2 choses différentes et il y a je pense, enfin, véritablement, le projet agricole comme on le présente, comme on le fait au niveau comme Laurent et moi le faisons, ça prouve réellement qu'il y a, un maintien d'activité agricole avec, à la clé, une approche technico-économique du projet. Voilà et et une démarche même jusqu'au calcul, de l'EBE, des annuités et du revenu disponible. Laurent, on a une question sur le coût d'une étude, système dans ton département. Oui, alors il n'y a pas un devis type, ça va être aussi suivant la complexité du système, mais on va souvent être entre 5 et 8 jours, facturés pour une étude système, quoi. OK. Il y a une question, je pense, du coup, qui s'adresse à tous. Y a-t-il des départements où certaines natures de terrain qui génèrent une exclusion de la dénomination agrivoltaïque d'un projet? Terre labourable, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une réponse dans Pas dans la Nièvre. le français. Comme OK. je l'avais présenté, enfin voilà, on va pas exclure, des terres qui sont à très bon potentiel et sur lesquelles on peut, faire du maraîchage. Mmh. Voilà, donc et avec maraîchage et avec agrivoltaïsme, donc on va pas l'exclure de ces projets. Et on peut très bien également trouver des terres, en culture que l'on va remettre en herbe pour accueillir un projet agrivoltaïque. OK. À partir du moment que le projet agricole est cohérent. Pour notre département, c'est un peu pareil, il n'y a pas d'exclusion, ferme, après si les terrains sont présentés comme à moindre potentiel, forcément c'est plus facile pour l'acceptation, quoi, voilà. Et nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une histoire de pourcentage aussi, selon les classes fiscales, donc c'est une histoire de proportion dans le projet, quoi. OK, merci à vous. Une question pour le champ concurrentiel, vous alignez vos coûts de prestation sur la concurrence BE? Heu, non, pas spécialement, enfin on a notre prestation et alors après dans le document cadre, il est dit que, toute personne qui fait une étude doit être, être référencée au niveau agricole et voilà et avoir une expérience, agricole, quoi. Donc heu, donc oui, il faut vraiment que les gens, soient du domaine agricole et aient une compétence, pour répondre, quoi.
Et pour répondre un peu plus haut dans le chat, donc il y avait une question sur, voilà, on peut se rapprocher de Michael Dida, CDA France juriste. Vous pouvez aussi vous rapprocher de Arnaud Nice, qui est le chargé de mission énergie à Chambre d'agriculture France. On va peut-être remonter un peu dans le fil des questions, il nous reste 5 minutes, donc peut-être pour répondre à des questions qui auraient été posées, soit directement à Camille, soit, à Christophe et qu'on n'a pas eu le temps de traiter, dans le temps de questions. Moi, il y avait une question par rapport aux EPA, et au GUFA. L'abonnement au GUFA par le développeur est-il pris en compte dans les EPA en tant que mesure de réduction-compensation? J'ai pas très bien entendu au début, tu as dit Claire? Excuse-moi. Du coup, la question, c'était l'abondement au GUFA Oui. par le développeur est-il pris en compte dans les EPA? Oui, enfin le GUFA, enfin le développeur va abonder au GUFA, à travers avec le enfin le va abonder, le montant qui a été, calculé par le PR. Donc en fait, il y a 2 sources d'abondement au GUFA par le développeur, c'est les 1 500 € par mégawatt crête, par an. Donc là, on est en termes de comment de production de la enfin pas de production, mais de puissance de la parcelle. Et puis après, on va avoir donc ce qui a été calculé, par la compensation collective. Mais après la compensation collective, son montant, c'est le bureau d'études qui le calcule. Voilà, donc là, on n'intervient pas. Il Est-ce y que avait une c'était ça la question? Ou, voilà, enfin, c'était pour revenir par rapport à l'abondement au GUFA, il y a bien 2 sources d'abondement, mais qui restent liées aux développeurs. OK. Après, il y avait une question sur les ondes. Enfin, il y avait écrit juste ondes, point d'interrogation, et une question: y a-t-il des projets bovins? Bah, pour les ondes, en fait, on n'a pas calculé, cet aspect onde, enfin calculé, mesuré les aspects ondes. On a demandé à la MSA, l'année dernière, enfin qui sont intéressés, eux, et qui ont le matériel pour mesurer la comment le bruit des onduleurs, en fait, sur, la parcelle. Donc en termes, entre autres, par rapport au bien-être au travail, enfin la sécurité au travail. On l'a pas réalisé l'année dernière, on va le faire cette année. Après, pour le coup, par rapport aux animaux, les animaux se couchent, pas très loin des onduleurs, enfin, à côté des onduleurs du parc, donc j'ai pas l'impression qu'ils soient bien gênés par, à la fois le bruit et éventuellement les ondes qui sont produites. Et pour les projets bovins? Ces projets bovins, il y en avait sous le coude. Quand je dis il y en avait, je ne sais plus s'ils sont abandonnés, mais il y en a et de toute façon, les développeurs travaillent sur des parcs avec des bovins dessous. Voilà. Si on en a un sous le coude, oui. Oui, il faut pas que je on en a un sous le coude. Après, on n'a pas forcément les mêmes, modèles d'installation. C'est pas forcément des panneaux fixes avec, des bipieux, ou des monopieux. C'est parfois plutôt des systèmes de trackers. Voilà. J'ai fait le tour des questions qu'il y avait, pendant ta partie. Alors pour Camille, en plus, mais ça va peut-être s'adresser à tout le monde, par rapport à l'évaluation de l'impact technico-économique, est-ce que vous réalisez une étude fourragère sur le site avec, quantification du nombre des animaux qui pourraient le valoriser? Et si oui, si vous faites tout ça, quelles références utilisez-vous? Alors, on a proposé de le faire, à un développeur, mais finalement, il n'a pas contractualisé avec nous. Hem, Ça, c'est prévu en tout cas, dans le cadre du suivi post, installation.
Et moi, ce que j'avais prévu de faire, parce que comme je suis conseillère fourrage, je pensais intervenir en ovin et en fourrage, c'est d'utiliser, une méthode qui nous vient à la fois de l'INRA et de la Creuse, d'appréciation. C'est une méthode simplifiée d'appréciation de la flore. Donc on répartit, les dicotes, les graminées, le sol nu, on fait ce distinguo, et on établit une valeur pastorale au final, hein, et donc on peut faire ce système-là et après, donc si on a une zone témoin non pâturée, on pourra faire, des prélèvements, de biomasse quoi. Zone, pâturée, non pâturée à certains moments pour regarder ça sera plus compliqué quoi. Sur le rendement, c'est très difficile à évaluer, mais on aura peut-être la solution pareil, par du cadre et du prélèvement, de faire des biomasses, régulièrement. Mais en amont, ça peut être que du diagnostic, pour donner une valeur pastorale, donc une qualité agronomique de la surface, fourragère, de la prairie. On a une question qui vient d'arriver qui s'adresse à tous. Est-ce que vous avez envisagé de favoriser les projets portés par des agriculteurs sans opérateur, exemple des projets de taille raisonnée à moins de 3 MW crête, où l'agriculteur développe et investit dans son propre projet? Donc, je pense que ça peut s'adresser à tous les collègues du réseau. Pour la Alors, Meurthe-et-Moselle, voilà, il y avait favoriser, ils une... seront peut-être pas plus Attention, favorisés d'abord, que... attends, Oui. Christophe, d'abord Laurent qui avait commencé, D'accord, vas-y Laurent. et Oui. ensuite Christophe. Oui, donc pour la Meurthe-et-Moselle, il y avait vraiment ce but de privilégier des petits parcs quoi, à moins d'1 mégawatt crête. Quoi. Donc, dans l'hypothèse où, oui, où des agriculteurs peuvent les porter individuellement. Ouais. Donc, ça ferait partie, oui, des priorités. Ça ne s'est pas rencontré encore sur le terrain. Et Christophe, pour le mot de la fin. Oui, bah, nous, il ne sera pas forcément favorisé, mais il sera considéré comme un autre projet. Et puis, comme en plus, on est à 3, inférieur à 3 MW crête, donc peut-être à moins de 3 hectares, on n'est pas obligé de forcément, enfin, c'est pas forcément un dossier qui peut passer par nos services. Voilà. Du fait de sa petite taille. Voilà. Mais dans tous les cas, il sera considéré comme les autres. Eh bien, merci à tous. Voilà, il est midi. C'est la fin de ce webinaire consacré aux accompagnements des différentes chambres d'agriculture autour des projets d'agrivoltaïsme. Donc, je sais qu'il y a eu des réactions de certains de nos collègues, notamment du réseau Inosis, qui disent quand même que notre premier métier, c'est d'accompagner les agriculteurs dans leur production. C'est vrai, mais c'est aussi comment les accompagner et ne pas les laisser seuls face à des propositions qui leur sont faites et avec des systèmes qui sont mis en place par différentes chambres qui peuvent peut-être vous inspirer ou inspirer vos chambres pour accompagner au mieux justement les agriculteurs dans leurs projets. Donc, je vous ai remis en feuille de fond la répartition du réseau de thématiques surface additionnelle parce que, en fait, l'agrivoltaïsme, c'est pas du tout notre sujet majeur dans nos études. C'est tout ce qui peut aider les éleveurs à trouver de la ressource fourragère en dehors de leur SFP. Donc, on travaille sur plein d'autres sujets. Donc, on vous proposera d'autres événements. Alors, je ne sais pas si vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui parce que vous avez été jusqu'à 140 connectés en même temps. En tout cas, moi-même et toute l'équipe, on vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end et à bientôt peut-être autour d'un nouvel événement sur les surfaces additionnelles. Bonne journée à tous. Au revoir.